Début décembre 2020, Luco, un nouvel acteur de l'assurance habitation et du home care, a annoncé une levée de fonds de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, avec Margot, leur CFO, on rentre dans les coulisses et on essaye de comprendre son quotidien chez Luco. Bienvenue sur Vous avez dit finance, le podcast qui démystifie la comptabilité et le pilotage d'entreprise. Je suis Edouard, un des cofondateurs de Penny Lane, une solution de gestion et de pilotage financier pour les startups et les PME. Chaque semaine, chaque podcast, on accueille un dirigeant de startup ou de PME et avec lui, on va soulever le capot, on essaye de comprendre ce qui se passe dans son entreprise en termes d'administratif, de comptabilité, de pilotage, de finance. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Margot Grégoire, la CFO de Luco. Bonjour Margot. Bonjour Edouard. Très heureux de t'accueillir, surtout avec l'actualité brûlante concernant Luco et la levée de fonds de 50 millions assez impressionnante que vous venez d'annoncer. Et oui, une très belle fin d'année pour nous. Yes. En quelques mots, là, si tu devais faire l'elevator pitch de Luco, qu'est-ce que tu dirais ? Alors je dirais que chez Luco, on a commencé par réinventer l'assurance habitation avec une solution qui est simple et qui est transparente. On a une solution digitale qui te permet de t'assurer en 2 minutes. On t'assure un service client qui prend soin de toi, puisque notre volonté, c'est d'engager un voyage vers le home care et de venir protéger et prendre soin de tous les foyers, pas seulement de les assurer. Okay. Je disais à Margot, le week-end dernier, j'ai souscrit à une assurance chez Luco. Je peux témoigner que le parcours client est extrêmement fluide. On va revenir peut-être sur Luco un peu plus longuement après. Moi, je suis assez curieux de savoir quel parcours tu as eu, toi, dans tes études, tes premières expériences pro, un peu ce qui t'a déterminé, ce qui t'a poussé à aller bosser chez Luco. Ok. Alors, je vais essayer de faire simple, mais c'est vrai que je me suis pas mal cherchée, mais toujours dans des environnements plutôt financiers. Okay. C'est ça qui est un peu, qui est rigolo, qui est un peu un fil rouge. Enfin, je dis ça, j'ai quand même voulu faire du journalisme à un moment. Okay. J'ai commencé ma carrière à Société Générale dans un rôle qui n'est pas forcément très bien connu. C'est l'inspection. C'est un rôle qui n'existe que dans les banques françaises, qui est un peu un hybride d'audit et de conseil, mais aussi de lutte contre la fraude. Et qui a la particularité en fait, d'être attaché au siège du groupe, donc de te faire bouger dans toutes les entités du monde. D'accord. Et donc j'ai fait plus de 4 ans de voyage, que ce soit culturel, mais aussi en apprentissage, puisque tu fais le tour d'une banque universelle. Donc tu te poses autant de questions sur les modèles à réinventer, parce qu'on sait que c'est quand même une industrie qui est un petit peu secouée depuis pas mal d'années maintenant, en fait, des métiers aussi beaucoup plus traditionnels. Tu creuses autant du front financier bancaire que des métiers support. Genre, comment évolue une DSI aujourd'hui dans un groupe du CAC 40. Bah, je peux te dire que ça fait bizarre quand tu arrives chez Luco, et c'est top à la fois. Parce qu'effectivement, après 4 ans, je me disais, bon, c'est cool, je suis un peu dans une position de commentateur. Tu vois, tu observes beaucoup, tu commentes, tu proposes des pistes. C'est le genre de poste où quand tu arrives dans une entité, les gens ont un peu peur parce qu'ils se disent... Je me fais inspecter ou non, pas vraiment? Heureusement, on est en 2020, du coup, ça change un peu, tu vois. Mais oui, t'as un inconfort parce que tu sais qu'on va beaucoup te challenger sur ce que tu fais. Okay. En même temps, je pense qu'on avait une posture... moi, je suis arrivée à un moment où c'était un peu aussi un changement d'époque. On avait envie de se rapprocher des gens et de co-construire avec eux. Tu vois, au-delà de l'audit, selon la posture, il y a des moments où t'as pas trop de choix. C'est ton métier, donc le contrôle, c'est hyper important. Tu as une ligne de défense d'un point de vue réglementaire. Ouais. Mais on avait aussi des missions où on était vraiment très conseil-accompagnement. Okay. Mais c'était une relation qui n'était pas facile, pas toujours facile. Et au bout de 4 ans, je me suis dit, j'ai envie de faire en fait. J'ai envie de tester et j'ai envie de changer. J'ai envie d'aller dans un environnement où ça bouge plus vite. J'aimerais rester dans les services financiers parce que j'ai un peu la conviction qu'ils sont au centre de beaucoup de changements économiques importants. Okay. Et puis, en fait, au moment où je commençais vraiment à me poser ces questions, j'ai rencontré Raphaël qui m'a expliqué qu'il y avait un poste ouvert. Du coup, j'ai passé le process et puis voilà, quoi. Ok. Et comment... tu recherchais ou comment tu as été amenée à rencontrer Raphaël ? Non, en fait, c'est un peu... parfois, comme quoi, la vie, tu vois, c'est super cool. Je savais pas ce que j'allais faire. Je voulais rester dans les services financiers. Je me disais, mais en start-up, les mecs, ils vont se dire, tu vois, elle vient de l'inspection d'une grande banque, ça fait un peu poussiéreux, c'est bizarre, ça va leur faire peur. En même temps, dans les faits, c'est une formation de dingue. Donc, tu vois, j'avais quand même un vrai truc à apporter. Et du coup, je sais pas, j'ai rencontré Raph, il m'a dit, écoute, on a ça, on vient de lever, on a besoin de quelqu'un qui... La fonction, elle n'existait pas. La fonction finance, elle n'existait pas chez Luco. Il m'a dit, il faut qu'on la construise. Et je me suis dit, ok, en fait, ça m'éclate.
Ça m'éclate parce que je peux le faire avec des mecs qui pensent tech, qui voient tech, qui veulent aller plus loin. Et en plus de ça, le fait que Luco soit un modèle B Corp éthique, ça rentrait complètement dans ma volonté, tu vois, de vraiment rester dans les services financiers. Parce que je crois que ça peut être un peu un des boosters pour transformer l'économie. Enfin, du moins, notre génération peut amener ça comme ça. Donc, à ce moment-là, quand tu rejoins Luco, c'est quand et Luco en est où ? Alors, ils viennent de clôturer leur série A. Donc, tu vois, c'est fin 2019. Moi, je rencontre Raph une semaine avant Noël, je crois. Le process, en 2 semaines, je fais tout. Le case, les rencontres avec toute l'équipe, avec le fond. Enfin, ça va à fond la caisse. Bref, c'est Noël très, très intense. Et je suis arrivée chez Luco début mars. Je suis arrivée chez Luco une semaine avant qu'on soit en confinement. Ah oui, ok. Donc, accueil... Tu as pu rencontrer les équipes quand même avant de... Ouais. J'ai fait 3 jours dans les bureaux avec eux. D'accord. Quand même. Et du coup, là, si tu peux juste nous... Enfin, quelles sont tes différentes missions chez Luco en tant que CFO ? On les définit encore parce qu'en fait, c'est quand même... tu vois, et c'est ça qui est trop bien, je trouve. Il y a le socle, il y a tout le socle. Donc, il y a toute la dimension. Tu as sur la gestion comptable. Tu suis aussi toute la gestion fiscale, évidemment. Construire un peu tes reportings financiers indispensables, que ce soit pour toi en interne, mais aussi pour ton board. Donc ça, c'est un peu toute la partie que j'appelle régalienne, qui est incontournable dans ce métier. Et là, on essaye aussi d'aller un peu plus loin, notamment chez Luco, la finance a la fonction B Corp. Donc on a dans l'équipe quelqu'un qui travaille sur le B Corp. Alors évidemment, on travaille avec toute la boîte, parce que être B Corp, ça veut dire que tout le monde est embarqué dans une gouvernance et une culture d'entreprise qui est très forte et qui drive pas mal tes choix. Et ça veut dire quoi ? Enfin, je fais une parenthèse, ça veut dire quoi être B Corp ? Qu'est-ce que ça implique ? En fait, B Corp, c'est une certification qui veut dire Benefit Corporation. Ça veut dire qu'on a la volonté de construire un business qui, en fait, tout ce qu'on peut, nous, et tout ce qui est à notre main, va avoir un impact positif social et environnemental. D'accord. Et donc, que ce soit notre gouvernance, notre politique salariale, le produit qu'on conçoit, voilà, on a la sincère volonté d'essayer d'être le plus vertueux possible dans la façon dont on construit ce business. Et je poursuis la parenthèse, mais en exemple concret, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas reverser... Exactement. Alors, tu vois, ça peut prendre plein de formes différentes selon ton produit et comment tu veux le concevoir. Nous, le socle de ça, c'est qu'on a articulé l'assurance autour du principe du give back. Et donc, les primes qu'on collecte, la partie qui n'a pas servi à payer des sinistres, elle est reversée à des associations. Et en fait, toi, en tant qu'assuré, tu peux venir choisir l'association que tu as envie d'accompagner avec ta prime. D'accord. Il y a quand même un bénéfice pour Luco, une partie du... Oui, tout à fait, parce qu'en fait, la façon dont le modèle est construit, c'est qu'aujourd'hui, notre produit d'assurance, c'est du 70-30. 30, c'est la rémunération des acteurs, dont nous, et 70% de ta prime vient sur les sinistres, et s'il n'y a pas de sinistre, va sur une charities. D'accord, ok. Super intéressant. Donc, fonction régalienne, B Corp. Exactement. Et puis, là, on va commencer à rentrer, et c'est ce qu'on veut construire pour 2021, plus la partie vraiment data, cœur de la data. Ouais. On a accueilli dans l'équipe, il y a 1 mois et demi maintenant, notre data analyst. Et on va continuer à développer ça avec une ouverture de poste FP&A l'année prochaine également. Et donc, aller beaucoup plus sur comment on accompagne chacune des équipes chez nous dans son pilotage, comment, on la challenge, et 2, on peut lui apporter, nous, notre vue de son business. Donc, c'est combien... Enfin, tu disais la fonction finance n'existait pas. Aujourd'hui, c'est combien de personnes chez Luco et peut-être dans les mois à venir, t'anticipes quel recrutement ? Alors, aujourd'hui, on est 4. Ok. Enfin, on est 4. On est 5, mais j'ai malheureusement un super stagiaire qui disparaît à Noël, donc c'est un peu dur. Donc on est 4 aujourd'hui, full time, et on va aller du coup ouvrir un poste sur du FP&A l'année prochaine. D'accord. Et je pense que ce sera déjà une très belle équipe. Ok, et si on revient sur Luco, donc tu n'étais pas à la genèse, mais est-ce que tu peux peut-être nous parler de l'idée originale et peut-être de la façon dont ça se déploie ? Et puis je ne sais pas s'il y a
les grandes phases que tu distingues dans le développement de Luco? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc je vais raconter l'histoire qui est celle un peu de Benoît et Raphaël, les deux cofondateurs, qui se sont rencontrés autour d'abord de l'idée du hardware, qui était de faire des devices pour venir t'aider en fait à mieux comprendre notamment ta consommation électrique, la piloter, mais aussi identifier, tu vois, les appareils ménagers qui ont une plus forte conso chez toi, etc. Il s'est avéré qu'en fait, si tu veux rentrer dans ce genre de monitoring de data dans un foyer, ça fait pas mal de sens avec un produit d'assurance habitation. Et ils ont commencé à vouloir travailler avec des assureurs en se disant nous, on crée du hardware, vous pouvez équiper vos foyers. Et ça fait complètement sens parce qu'en fait, plus tu peux prévenir les dommages, plus l'assurance fait sens. Parce qu'en fait, tu n'es pas que là pour couvrir quand ça s'est mal passé. Si tu veux, on voulait un peu apporter une dimension nouvelle à cette conception de l'assurance qui est quand même une industrie hyper opaque, où tu sais pas trop ce qui se passe, mais grosso modo, quand tu as un problème, tu sais que ça va être compliqué de récupérer un peu de thunes. Voilà, c'est l'idée. On voulait un peu prendre le problème à l'envers. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, faire ça avec des assureurs établis, c'était très compliqué. C'est très compliqué. Il n'y a pas d'agilité, il n'y a pas d'envie de prendre des risques sur ce genre de choses. T'as pas trop la logique de test and learn. Et donc, c'est un peu dur. Et ils se sont dit, OK, en fait, on va le faire, quoi. L'assurance, on va la faire. Et c'est comme ça qu'ils se sont lancés là-dessus. C'est comme ça que ils ont lancé leur premier produit d'assurance en 2018, je crois. Ils ont commencé à distribuer. Puis après, ils ont étendu la gamme. Au début, que les appartements, maintenant les maisons, les propriétaires non occupants. Voilà. Et on progresse là-dessus doucement. Et là, en fait, on arrive un peu. Tu vois, il y a eu la série A qui a donné un gros coup d'accélérateur là-dessus. Là, on vient faire d'un an d'accélérateur malgré Covid. On est plutôt contents. Je pense que franchement, on s'en est pas mal tiré parce que c'était quand même pas l'année la plus simple. Et là, on part sur le deuxième coup d'accélérateur où en fait, on va en plus aller déployer l'intégralité de notre ambition sur le home care. Donc avec des services et continuer à travailler sur notre hardware parce que cette idée originelle, elle n'a pas été abandonnée. On continue de travailler sur le développement de nos hardware devices. D'accord, donc là il y a des gens qui chez Luco œuvrent. Exactement, on a une équipe de R&D, on fait tout in-house. Donc oui, on a des doctorants, oui, on a des fers à souder partout, des imprimantes 3D, un laboratoire avec des fils et ça fait aussi partie du charme. Donc il y a vraiment deux visages, un visage qui est plus parcours en ligne et toute la partie assurance habitation et un visage qui est plus hardware. Exactement. On a vraiment une boîte du digital de l'assurance qui construit le produit, tu vois, le plus simple, le plus efficient, le plus digital possible. Notamment, on essaye beaucoup d'être app-based, donc de construire des process dans notre app pour que nos clients puissent tout faire dans leur app, tu vois. Donc, vraiment, c'est ça qu'on veut faire sur l'assurance. Et à côté, tu as une équipe qui fait de la R&D, quoi. Donc, c'est pas du tout la même vie. Impressionnant. Et en termes de chiffres, ça, je sais pas quelles sont vos grandes métriques que vous regardez, mais vous êtes combien de personnes, vous avez combien de clients, ça représente quoi aujourd'hui, Luco? Alors aujourd'hui, Luco, on est 85 employés. Faut s'attendre à ce que on va presque doubler l'année prochaine. Donc on met quand même un gros coup d'accélérateur. Et on a passé la barre des 100 000 assurés. Donc c'est ça que ça représente aujourd'hui, Luco. Impressionnant, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur la partie finance, donc construction de ton équipe. En fait, quand tu es arrivé, quel était le principal challenge? Quand Raphaël t'a recruté, j'imagine qu'il y en avait plein, mais c'était quoi ta feuille de route, en tout cas tes grands enjeux, hormis construire from scratch l'équipe finance? Est-ce qu'il y avait des points un peu plus particuliers, je sais pas, sur des outils, sur des KPI à suivre, C'était quoi tes grands chantiers à ton arrivée? Alors, il y avait un peu besoin d'un socle. Tu vois, je vais donner des exemples un peu... c'est pas anecdotique, mais je suis arrivée début mars, en gros. Dans ses yeux, j'ai vu il faut faire une clôture comptable. Et là, je me suis dit, OK, ça veut dire que ça va pas être simple. Bon, OK. Tu vois, on partait de là. On avait... tout externalisé, on n'avait pas de vue sur l'outil. Le comptable qui nous accompagnait, il était un peu perdu. Sachant que vous clôturez au 31-12, donc il vous restait en plus pas beaucoup. On n'était pas en avance. On n'était pas en avance. Donc il y avait un peu de ces enjeux-là qui étaient... on peut clarifier le truc, on peut avoir une picture un peu saine de tout ce qui se passe, s'il te plaît. Parce en fait, tu vois, lui, il avait...
son métier, c'est d'être entrepreneur. Donc, il pousse, il développe. Ce qui suit surtout, c'est le cash. Parce que c'est ça qui est le nerf de la guerre à ce genre de dans ces moments-là, qui est encore aujourd'hui pour nous. Et après, c'est simple. Hein, je suis arrivée 3 jours avant le premier confinement. La première grosse question, ça a été, et c'était normal, c'était notre board qui nous disait « Ok, c'est quoi les scénarios possibles? On en est où sur le runway? C'est quoi les options? Vous voyez quoi ?» Donc, ça a été mes 2 premières semaines, quoi. J'ai fait immersion dans le bain, ouais. Mais c'était, tu vois, c'était un peu l'épreuve du feu. Et franchement, avec du recul, c'était top parce que du coup, déjà, il y avait une écoute de tout le monde. C'est pas facile quand tu crées une fonction, les gens ils se disent bah oui, mais avant on n'en avait pas, ça allait très bien. Pourquoi on a quelqu'un maintenant qui nous pose des questions sur les factures? Tu vois, c'est un peu bizarre. C'est comme ça qu'ils le voient. Ils voient pas que derrière toi, tu essayes de juste comprendre comment tu draftes, c'est quoi, comment tu décomposes ta marge, qui a la main dessus, qui peut vraiment m'expliquer comment ça va bouger dans le temps, tu vois. Et en fait, ça nous a fait un peu un moment d'hystérisation qui était assez efficient parce qu'on a tout décomposé, on a reconstruit des cash flows from scratch et en fait, on a mappé la boîte. Et franchement, c'était pas mal. Donc, tu as donné une vision avec d'autres, mais vous avez reconstruit la vision pour savoir où vous en étiez, quoi. Alors, tu avais évidemment déjà de la doc, tu vois, ils suivaient leur cash flow, évidemment. Mais on est un peu reparti en disant, OK, en fait, les scénarios possibles pour nous, là, sur les 18 mois qui arrivent, c'est ça ou ça. On avait un super optimiste, un medium et un très, très dégradé. Et on a pu construire ça en 3 semaines avec tout le monde. Et en fait, ça nous a pas mal aidé parce que ça nous a permis de dire, bon, OK, vu la situation, vu ce qu'on voit sur les métriques, on va... Et tu vois, dans ces moments-là, ce qui est le plus flexible encore, c'est tes budgets d'acquisition. On a pu prendre des décisions en 2 semaines. C'est intéressant. Pendant la Covid, là, il y a eu pas mal d'articles sur le wartime CFO. Le CFO en temps de guerre, et je crois que je sais plus si tu avais relayé ou si tu en avais écrit un. Oui, quand j'étais arrivée, j'avais évoqué ça dans l'article qu'on a écrit pour mon arrivée. Parce que je pense que c'est un peu un moment où c'est une fonction, tu vois, moi ce que j'aime bien, c'est qu'en fait j'ai envie que mon métier, il ait un peu 2 fonctions, c'est qu'il rassure tout le monde, donc que j'ai une compréhension des risques et que je puisse identifier quand ça dérape et le dire. Mais j'ai aussi envie qu'il facilite la vie de tout le monde. Parce que l'objectif, c'est quand même que... Tu vois, je suis business partner. S'il n'y a personne pour faire du produit, répondre aux clients et vendre, il n'y a pas de raison d'avoir une équipe finance. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, c'est comme ça qu'on essaye de le faire. C'est au maximum de se dire, je contrôle les risques, je challenge, je comprends. Et donc, en fait, quand j'ai l'impression que vraiment, c'est pas là qu'il faut aller, j'en parle, tu vois, on avance. Et par contre, j'essaye au maximum de faciliter la vie. Ok. Intéressant. Ça amène vers une autre question. Toi, tu as quelle vision du rôle du CFO dans la boîte? Tu l'as un petit peu dit sur simplifier, mais est-ce que tu as d'autres éléments en tête sur ton positionnement, sur le rôle que doit porter le CFO? Je pense que ça dépend pas mal des stades de maturité. Nous, on est encore jeunes, alors on se complexifie. Du coup, mon rôle, il est un peu en train de changer, notamment. Je pense que mon job aujourd'hui, c'est d'être un peu une balance saine avec notamment le CEO. D'accord. Et justement, dans ce couple j'anticipe les risques et je les comprends, surtout sur le cash. En fait, aujourd'hui, c'est surtout ça chez nous qui fait le nerf de la guerre, mais aussi sur la compréhension du modèle vers lequel on va. Tu vois, de toujours challenger. En fait, pourquoi on fait ça? Pourquoi on investit là-dessus? Où on va? C'est que si je tire le trait, où est-ce qu'on veut atterrir? C'est un peu toutes ces questions-là qu'on se pose tout le temps, enfin que moi, je pose tout le temps. Ok. Ouais, donc tu es aussi pas mal dans le business, la stratégie de Luco. Tu essayes de faire le pendant avec la partie financière et de voir si ça a du sens ou pas. Exactement, on essaye au maximum. Alors, et c'est pour ça qu'on a construit l'équipe, parce qu'en fait, sinon, tu vois, le régalien, l'administratif et la gestion, ça te prend tout de suite un volume énorme de boulot. Et c'est pour ça qu'on a commencé à staffer, parce qu'en fait, je voulais qu'on arrive quand même à créer ces moments de collaboration avec chacune des équipes sur de la discussion de « Ok, mais pourquoi on fait ça? Comment on le voit? C'est quoi la marge qu'on va chercher là-dessus? Et ça fait quoi comme sens dans la value propre ?» Et ces questions-là, ces débats-là, on les a pas mal en tant qu'équipe, en fait, chez Luco. Tu vois, il y a tout le monde, quoi. Il y a le marketing, la com, les ops, l'assurance. On est tous autour de la table et on les a de manière assez naturelle, tous ensemble. D'accord. Mais moi, c'est vrai que j'ai des questions très... OK, enfin... Ça, c'est quoi l'objectif? Comment tu l'optimises? Et si ça dérape, on fait quoi? Tu vois, c'est des questions plus comme ça. Là, j'allais te demander comment tu fais pour ne pas être coupé du business? Parce que tu peux avoir un rôle de CFO où, comme tu disais, le régalien prend toute la part.
Puis tu as pas mal de choses à gérer sur ce plan-là. Et comment tu fais pour quand même garder... est-ce qu'il y a des rituels? Est-ce qu'il y a des réunions régulières? Est-ce que vous les déclenchez plus de façon opportuniste? Ouais. Effectivement, c'était le truc le plus difficile et surtout, c'est le truc le plus frustrant à ce rôle, parce que si tu veux, tu as envie forcément de faire le socle de ton métier hyper bien. Tu n'as pas envie de découvrir un truc que tu as loupé 3 mois après et qui fout tout le monde dans la panade. Donc, moi, je suis hyper self-discipline. Donc, je suis un peu... il faut que ça débite, quoi, sinon ça m'énerve. Et du coup, je voulais absolument créer le temps pour quand même avoir ces conversations avec tout le monde. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, on arrive quand même à les avoir. On a un peu notre rendez-vous hebdo d'équipe, comme je te disais, où on les a, ces débats. Une fois par quarter, on a une demi-journée où on fait que discuter de notre roadmap et des choix qu'on fait. D'accord. Et après, moi, j'ai des bilates, surtout avec la partie marketing-acquisition et les ops. D'accord. Quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines. On discute. T'en es où? C'est quoi les trucs importants? Surtout, c'est quoi, j'en sais rien, les besoins d'investissement, en recrutement, sur le tool, les gains d'efficience, tu les vois comment? Ah oui, mais... Et on va en télé, c'est un sacré investissement à télé. Est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce que c'est vraiment maintenant? Est-ce qu'on peut, si ça va pas, est-ce qu'on coupe? Enfin, tu vois, c'est des débats qu'on a là. Ok. Tu disais, ton but, c'était de construire l'équipe finance. Donc, tu as déjà fait quelques recrutements et puis tu en as un à venir au moins dans les mois à venir. Qu'est-ce que tu recherches chez les personnes qui rejoignent l'équipe? Est-ce qu'il y a un ADN particulier que tu veux avoir en commun dans ton équipe? C'est une bonne question. En fait, on veut des gens qui y croient. C'est un peu... c'est difficile à qualifier, mais on se lance quand même un sacré défi, quoi. Ça va pas être facile tous les matins. On réinvente une industrie qui est... c'est une vieille industrie hyper poussiéreuse. Tes partenaires, ils sont lents. Ils sont super cool, mais c'est pas si facile tous les jours. Donc, on veut des gens qui croient en la mission qu'on a, qui est un peu de réinventer ça et d'aller beaucoup plus loin. Tu vois, je te disais, on veut pas que assurer les gens. On veut protéger, prévenir et prendre soin. Et c'est super ambitieux comme modèle. Et du coup, on veut des gens qui ont la foi en ça, qui ont un peu l'ADN Bicorp, naturellement. Ouais. Alors après, il y a des gens qui ne se présentent pas comme ça, mais en fait, je pense qu'on est une génération, et même les générations d'après, c'est super facile. Enfin, tu vois, ça se sent, quoi. Les gens ont de toute façon envie d'œuvrer pour le bien et pour le mieux. Surtout, je pense, cette année, c'était de plus en plus fort chez les gens qu'on a recrutés. Donc ça, c'est super important. Et après... des autonomes qui sont curieux de la tech. Moi, j'ai envie que chaque action qu'on fait, chaque mission qu'on prend à la finance, on se pose la question de comment je fais pour qu'elle soit le plus efficiente possible. Comment je fais pour que en fait, mon jus de cerveau, je le mette sur le truc qui a de l'impact et pas sur... exactement, il fallait brancher le tuyau 18 avec le 9 et j'ai oublié de télécharger ça. Enfin, tu vois, genre, c'est des trucs, on a l'opportunité, on évolue dans un monde, et enfin, c'est pour ça qu'on bosse avec vous, c'est pour ça qu'on a pris Penny Lane, tu vois. Je voulais qu'on parte sur une solution où je sentais qu'en face, il y avait la même vision. On va créer un truc qui va être simple, qui va être facile à utiliser, qui va être intuitif et qui va créer de la data accessible, enrichie, et tu vas t'en servir et ça va pas prendre... Enfin, tu vois, ça va pas être une montagne de complexité opérationnelle. Et justement, là-dessus, est-ce qu'il y a des... Enfin, tu as un peu parlé de Penny Lane, merci. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des choses... où tu t'es dit, en fait, où tu as concrètement mis en œuvre, je sais pas si c'est un process ou un outil qui fait que ça fait gagner du temps au quotidien et ça t'évite des tâches répétitives, des tâches manuelles pour concentrer tes équipes sur vraiment de la forte valeur ajoutée pour Luco? Alors pour le moment, on est en plein dedans. Donc je te dirais qu'on a on a progressé sur plusieurs petits points. Il y a déjà toute l'équipe data qui, du coup, c'est pas moi, mais je pense que je m'en sers largement, donc j'en parle, qui a déployé notre outil de DataVis qui est Looker, qui en fait te permet quand même d'avoir au quotidien dans ta boîte tes indicateurs clés, que ce soit ton MRR, ton volume de clients, le split par produit, ton CAC, enfin bref, tous les trucs que tu dois avoir en tête, quoi. Sur un autre versant un peu plus anecdotique, mais qui quand même prend beaucoup de temps en gestion, à l'équipe finance et à l'équipe people, on est parti bosser avec Equify. Donc pour toutes les attributs de BSPCE, les mises à jour, là tu vois, dans le cadre d'une levée, tu fais signer 85 personnes, tout le monde. C'est quand même super d'avoir un outil où tout le processus de signature il est digital, ça change la vie, quoi. Et un feature que vous avez release il n'y a pas longtemps qui nous sauve pas mal de temps, c'est le fait de pouvoir payer nos factures directement depuis Penny Lane.
Ok, via Conto exactement, intégration. via Conto, exactement. Ça, c'est un truc, clairement, ça change le quotidien. Et plus généralement, là, c'est quoi votre stack d'outils, enfin, l'ensemble des outils que vous pouvez utiliser? Donc, il y a Conto sur la banque, tu as Equify sur la partie Captable, Yes. tu as Looker sur la partie DataVis, Pennyline sur la compta pilotage. Ouais, compta pilotage. Tu as d'autres... Après, sur les paiements, on s'occupe pas mal de la question de la stack paiement avec l'équipe Ops et la tech. Aujourd'hui, on travaille avec Stripe. On va commencer à travailler avec GoCardless. D'accord. Okay. Et on a fait le choix de mettre une brique entre les plateformes de paiement et nous, qui est Primer. D'accord. Qui vient d'annoncer d'ailleurs sa série A. En fait, on a pas mal adhéré à leur vision et au fait que si tu veux gérer des multiples intégrations avec différentes plateformes de paiement, aujourd'hui, bon, c'est simple, on en a 2, mais tu vois, on veut aller à l'international, on va vouloir proposer de plus en plus de choses. En fait, c'est pareil, si tu veux vraiment être customer friendly, il faut que tu puisses faciliter la vie de ton client s'il a envie de payer avec un autre moyen. Enfin, on devrait pas trop restreindre. Et donc, on voulait du coup être le plus ambitieux possible là-dessus. Et Primer va nous permettre de le faire, puisqu'en étant la brique d'intégration entre toutes les plateformes de paiement et nous, d'accord. En fait, ils vont prendre ce rôle tech de gestion de toutes les API. Et après, on va aussi voir pour centraliser le pilotage de tes infos de paiement, la performance de tes paiements, ton taux d'acquisition. Ça, c'est dans Primer, du coup, que ça sera exactement, géré. Exactement. Okay. C'est avec Primer qu'on va pouvoir avoir en fait, des reportings agrégés de tous nos flux. Et ça, Primer qui est branché à votre back-office en direct et qui exactement. alimente... C'est Primer qui va être branché. En fait, nous, on va se plugger à Primer. Et eux vont gérer les intégrations avec les plateformes. Ok. Et dans les outils que tu as mentionnés, est-ce qu'il y en a où particulièrement tu t'es dit, tiens, là, c'est le truc que je recommanderais, alors sans forcément citer Pennyline, on n'est pas là pour ça, mais est-ce qu'il y a un outil où tu te dis, tiens, ça, une boîte qui est en train de se structurer, de grossir, je lui recommanderais définitivement cet outil-là, quoi. C'est une bonne question parce que, notamment, moi, j'ai pas encore d'outils sur, tu vois, la projection de cash flow, la modélisation, tout ça. Je fais ça dans Excel, je pense, comme 90% des gens. Et ça marche très bien. Mais j'aimerais bien une solution plus flexible pour faire des scénarios. Du coup, je te réponds par là. Exactement le contraire. Bien, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Vraiment, ce dont j'aurais besoin et ce qui me manque aujourd'hui, c'est ça. C'est un truc dans lequel je peux plugger des hypothèses, répliquer, tu vois, des trucs bêtes. En fait, me dire, tiens, je veux lancer un produit. Je suis capable de très rapidement, sur une idée de panier moyen, d'évolution de panier moyen dans le temps, de marge, de coût d'ac, de channel. Enfin, hop, je peux me dire, voilà, les cash flows que je génère et le PNL et la marge que je génère avec ça, ça fait ça. Ah tiens, j'accélère mon spend. Je fais, tu vois, ce genre de modélisation super simple. Et pouvoir l'imbriquer dans tout le reste à chaque fois. Okay. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien trouver et qu'on commence à regarder. On se pose des questions de qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut prendre un tool ? Est-ce qu'on veut le faire nous-mêmes ? Ok. Ouais, alors, dans Pennyline, dans quelques semaines, tu auras un premier prévisionnel, mais tu n'auras pas forcément les scénarios avec lesquels tu pourras jouer. Et après, nous, il y a Agicap, dont on a pas mal entendu parler là-dessus. Donc, j'imagine que ça fait partie des solutions. On leur parle début janvier. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler de la levée de fonds parce que j'allais dire tu as géré, je pense que c'est un truc à plusieurs mains. Pas que moi. Mais tu vois, après quelques mois chez Duco, tu as quand même eu un gros morceau à gérer. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire très concrètement comment ça se passe depuis je sais pas, le début où on se dit tiens, on va peut-être aller lever des fonds. Déjà, comment tu calibres combien tu veux lever qui tu vas voir, quel est le rôle du CFO là-dedans, combien de temps ça prend. Voilà, preneur d'entendre là-dessus. Alors, après, je pense que je vais raconter notre expérience. Comment ça s'est passé ? En fait, effectivement, il y a eu pas mal de contributeurs. Maintenant, on avait un peu une équipe restreinte qui pilotait ça avec notre CEO, la VP Growth et moi. Parce que c'était un peu ça, aujourd'hui, le nerf de la guerre, d'expliquer, tu vois, de démontrer ce qu'on avait réussi, etc. Comment ça s'est passé ? C'est simple, en séquence, début septembre, on a senti qu'il y avait de l'appétit et que ça faisait du sens d'y aller. Pour plein de questions de timing, c'était pertinent d'y aller maintenant. Et en fait, on veut essayer de toujours se donner quand même un horizon de temps le plus long possible. Bon, là, il nous restait, même si on investissait pas mal, plus de 8-10 mois de runway, donc on n'était pas en panique. Mais et surtout, si on réduisait la voilure, on tenait 2 ans. Donc bon. Mais
En gros, on s'est dit là, on peut mettre un coup d'accélérateur. Et c'est le moment parce que, en fait, on voit que tout va bien. C'est-à-dire que tout ce qu'on lance, ça marche. Donc, on y est allé. C'est notre CEO, c'est Raphaël, qui sent tout ça. Okay. C'est lui qui est en contact permanent avec des VC. C'est lui qui sent quand il y a de l'appétit, quand c'est bon, quand c'est le bon moment. Donc, en fait, début septembre, il nous a dit c'est le moment. On s'est mis en ordre de bataille. Il y a eu une équipe restreinte. En fait, on a formalisé ce qu'on a dans nos têtes, en fait, pendant, tu vois, et qu'en fait, ce que tu prends pas tout le temps de faire. Donc, on a tout construit. On a construit notre deck. Le BP, on l'a un peu enrichi pour présenter vraiment nos axes de développement clés. On a monté la data room en, 2 semaines. Okay. Là, évidemment, tout le monde a contribué, quoi. Enfin, tu as besoin d'input de tout le monde, tu as besoin que tout le monde apporte son data à lui, sa data à lui, ses métriques, ses explications, sa roadmap. Donc, ça, un peu coordination de tout le monde. En 3 semaines, c'était prêt. On a envoyé la sauce pour le roadshow. Et là, on a eu, je dirais qu'on a... En fait, ça a été super vite. En 2-3 semaines, on avait rencontré les fonds principaux qui avaient un réel intérêt pour nous. On avait les term sheets, on était contents. On sentait qu'on avait un partenaire qui voulait leader le tour. Donc là, en 2-3 semaines d'échange, tu as déjà des premières term sheets qui te parviennent. Okay. Alors ça, je ne peux pas encore dire si c'est la magie de Raphaël ou si c'est comme ça pour tout le monde. Donc franchement, je crois que c'est quand même un peu la magie de Raphaël. Donc, je pense qu'il y a un tout petit peu de magie. Ouais, donc non, c'était hyper fort. Okay. Mais lui, tu disais, il dialogue donc régulièrement avec eux. Il ne les contacte pas uniquement à ce moment-là, il y a déjà... des échanges. C'est un moment où il met un coup d'accélérateur, donc il prend aussi des contacts à ce moment-là, et c'est aussi à ça que tu vois ton pool d'investisseurs historiques, il t'aide, tu vois. Le moment où tu lui dis on y va, ils sont OK, ils font tout pour que ça se passe bien, donc ils te font un peu les intros partout. Mais Raph a déjà quand même au quotidien beaucoup de contacts. D'accord. Okay. C'est un truc qu'il entretient énormément parce que je pense que ça lui permet lui de comprendre ce qui est important, de prendre la température, tu vois. Il a ce truc qui fait plutôt hyper bien. Et quand tu vois ce qu'on arrive à faire, je pense qu'il fait vraiment très 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 bien. Donc on a mis 3 semaines à monter toute la doc, on a tout shooté en 2 semaines, 3 semaines, on avait été en sheet. Et après, donc là en fait, tu vois, ton rôle en tant que CFO, c'est un peu d'accompagner. Tu construis la doc avec, tu réponds à toutes les questions pendant le roadshow. Il y en a beaucoup. Ça dépend de qui. En fait, ça dépend qui. Et surtout, c'est assez rigolo. Les mêmes questions reviennent. Donc, nous, il y avait quelques axes incontournables. Il y avait, c'est quoi la stratégie d'acquisition ? Comment vous allez scale à fond la caisse, quoi, en gros. C'est quoi le modèle opérationnel ? Donc, j'ai eu pas mal notamment de meetings, tu vois, avec vraiment qu'est-ce qu'on fait sur les ops, avec notre VP Ops qui explique tout son plan, toute sa roadmap, comment elle construit le produit, comment elle voit le truc. Et nous, derrière, comment ça se traduit en marge et comment on le voit, comment on investit pour que ça arrive. Donc ça, c'est vraiment 2 axes hyper importants. Et donc, tu réponds à toutes ces questions. Et une fois que tout le monde est d'accord, qu'on s'est serré la main une première fois, tu rentres dans la partie... tant attendu et si glamour de la due deal. Et là, pour le coup, on prend tout en frontline. Enfin, c'est vraiment l'équipe finance qui a tout pris en frontline. Et alors, c'est quoi une due deal ? Qu'est-ce qu'on te demande ? Là, pour le coup, c'est vraiment ouvrir le capot de la boîte. Nous, on avait 3 streams. On avait un stream juridique, donc voir en gros ta tenue de contrat, que ce soit à la fois tes contrats partenaires, mais aussi juste tes contrats de travail, de voir en fait si tout est carré, tout est bien géré, enfin bref, ta doc corporate, tous tes statuts, tes AG, tes trucs. On avait un stream assurance qui était vraiment l'idée par un cabinet d'avocats spécialisé, parce que nous, c'est ce qu'on construit, donc c'est une industrie un peu spéciale. Enfin, tu vois qu'il y a des statuts spéciaux, etc. Donc, il fallait qu'on ait quelqu'un qui comprenne très bien ce qu'on fait, quelles sont les responsabilités qu'on porte, et comment ça s'articule avec l'écosystème de cette industrie. Donc, on avait une due deal là-dessus, donc très, très spécialisée. Et une due deal finance. Et donc là, en fait, c'est simple, tu ouvres le capot, tu sors les comptes, et puis tu dis, OK, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ça ? Tu décortiques en fait l'intégralité de tes flux et de ta compta pour que simplement les gens qui vont t'accompagner pour la suite et puis qui investissent énormément sur ton avenir te fassent confiance. Heureusement que tu as fait ta clôture comptable quelques mois avant de façon propre. Exactement. Okay. Et le quotidien, ces 3 due deals, ça prend combien de temps et ton quotidien à ce moment-là,
Ça consiste en quoi? Est-ce que tu crées de la doc ou tu réponds plus à des questions? Non, alors, en fait, c'est beaucoup. Tu mets à disposition toute ta doc existante. Après, selon les questions, en gros, tu fais des extracts pour répondre à ce qu'on t'a demandé, que ce soit en termes de réconciliation, de démonstration. Ah oui, mais je voudrais un zoom sur ce type de flux ou cette partie du portefeuille. Tu réponds à toutes ces demandes. En fait, c'est beaucoup plus rassembler la doc, la mettre en forme et l'expliquer aux gens qui sont avec toi que la créer. Sur des trucs très ponctuels. Et ton quotidien, c'est du ping-pong de questions-réponses avec les avocats et les auditeurs en face. Et nous, ça a duré à peu près 4-5 semaines. D'accord. C'est 4-5 semaines très intenses. Après, nous, on avait la volonté d'aller vite. On voulait le faire vite. On avait une bonne dynamique. On avait la doc. On avait un peu anticipé. En fait, si tu veux... Ce qu'on a vu, c'est que ça allait très vite. On a vu qu'on allait avoir les term sheets très vite. Quand j'ai vu que les term sheets arrivaient, j'ai dit OK, du coup, cette semaine, on fait une pseudo-data room. Tu vois, on prépare. C'est quoi le minimum légal que les gars vont nous demander? C'est certain, on rassemble tout. Et donc, en fait, on était déjà prêt à shooter un pré-pack. D'accord. Donc, on pouvait leur donner, avant même qu'on ait reçu toute leur liste de questions et de documentation minimale, on pouvait leur fournir un truc. D'accord. Donc, ça a permis de rentrer très vite dans le dur et d'itérer assez vite. Et en 4 semaines, on avait tout fini. D'accord. Je ne sais pas si c'est la magie de Margot Grégoire ou c'est après la magie de Raphaël. Je sais pas, mais en tout cas, on est content quand c'est fini, ça je peux te le dire. Ok. Merci beaucoup. Un petit sujet sur les banques. Tu as mentionné que tu étais avec Conto. Ouais. J'imagine que du coup, tu es accompagné par d'autres banques puisque la levée, tu ne peux pas encore faire ta levée de fonds avec Conto. Donc, quelles sont les autres banques qui t'accompagnent et quelle relation, toi, tu as avec elles en tant que CFO? Alors, c'est une super bonne question parce que je trouve qu'il c'est un sujet qui n'est pas si simple. On bosse effectivement avec Conto, à mon avis, comme la grande majorité des startups. Et on travaille avec des banques traditionnelles. Nous, on travaille avec la BNP et Banque Pop. Okay. C'est des relations assez différentes et c'est des usages très différents. Et c'est un peu une des questions que je me pose en ce moment de comment on va réconcilier tout ça, comment on le construit dans le temps. Parce que tu sais, tu as un peu ces espèces de deux dynamiques où, en fait, Conto, c'est tellement simple d'usage. Il n'y a qu'avec Conto qu'on fait une intégration Penny Lane et que du coup, on gagne autant de temps en gestion de paiement, par exemple. Et du coup, une fois que tu as commencé à t'en servir, tu n'arrêtes pas de te servir de Conto. C'est quand même beaucoup plus simple. Ils sont en train de faire la même chose avec Payfit pour le paiement des salaires. Enfin, pourquoi s'en priver, tu vois? Quand même beaucoup plus facile. Et en même temps, Conto, aujourd'hui, c'est vraiment un accompagnement sur du cash management, de la gestion de paiement, etc. Et nous, on va avoir des besoins de plus en plus compliqués, de plus en plus sophistiqués. On va avoir envie d'être accompagné par nos banques historiques sur de la dette, sur du leasing, sur pas mal de petites choses différentes. Et donc, et c'est important de pouvoir... tu vois, un des socles de la relation bancaire, c'est à qui tu confies tes flux. Oui. C'est la question que j'avais posée. Comment tu fais du coup pour avoir la simplicité de Conto, mais en même temps répondre aux exigences de tes banques plus traditionnelles? Exactement. C'est un peu... On est en plein dedans, tu vois. On a eu un petit meeting de kick-off hier avec la tech et les ops en disant, bon, il va falloir qu'on commence à réfléchir à comment on pilote l'allocation de nos flux. Enfin, moi, je veux commencer à y réfléchir. Et en fait, ça va commencer à se faire naturellement aussi parce que les banques traditionnelles, elles essayent de bouger. Pas mal, d'avoir des solutions qui ne sont pas encore hyper fluides, mais tu vois, BNP a commencé, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être encore la phase de bêta-test, à lancer son API sur le paiement instantané. Ça fait vachement de sens pour un acteur comme nous. On a envie d'aller leur en parler et de dire, OK, pourquoi on ne met pas notre paiement de sinistre est-ce qu'on peut plugger notre outil avec vous sur votre API? Donc, on va commencer, en fait, on va réfléchir par usage. Qu'est-ce qu'on peut leur confier qui va être facilement géré? Parce que oui, je ne me vois pas encore dans l'équipe expliquer alors maintenant, les paiements de facture, on va les faire avec... c'est un peu caricatural et je ne citerai pas la banque qui fait ça, mais on a un petit boîtier avec une carte qu'on met dedans, puis on a 15 codes à rentrer avant de pouvoir accéder au truc. Et puis quand on fait un virement, il faut refaire... c'est sympa, c'est un peu long. Ouais. C'est ludique. C'est ludique et c'est sécurisant, tu vois. C'est aussi, c'est toujours un peu les deux mêmes versants de la pièce. Les banques traditionnelles, elles en sont là parce qu'elles ont construit aussi et elles ont la régulation qui font que c'est des dispositifs hyper sécurisants. Ouais. Donc c'est rassurant. Il y a plein de choses qui sont rassurantes. Mais c'est vrai que quand tu goûtes à la flexibilité, à la facilité d'usage d'une banque comme Conto, du moins sur les flux, tu as du mal à lâcher, quoi. Ok.
des questions plus personnelles. C'est quoi ton rythme ? Alors, tu l'as dit quand tu es en due deal, j'imagine que c'est un petit peu différent. Mais ton rythme de travail, qu'est-ce que tu fais aussi pour toi te couper, débrancher, te ressourcer ? Est-ce que tu as des rituels en particulier ou pas ? Ouais. Avec le confinement, le rythme, je t'avoue que c'est un peu... c'est une vraie question. Non, je vais répondre hors confinement, dans la vie normale. Dans la vie normale, je fais du sport le matin. Pas tous les matins, mais au moins 3 fois par semaine. Okay. J'aime quand même arriver au bureau assez tôt. Je suis rarement au bureau après 9h. Genre vraiment très très rarement. Je suis plutôt même avant 8h30. D'accord. Je suis pas la reine de la pause ou du long déjeuner. J'en conviens. Et j'essaye de couper quand même. J'aime bien avoir un dîner, sortir, tu vois, 19h30, 20h. J'aime bien avoir un moment de vie, quoi. Et après, selon le rush du moment, on remet un petit coup avant de dormir. Mais c'est plutôt ça, mon rythme. Okay. Et par contre, ce qui est important pour moi pour couper, le sport, évidemment. Et des moments qui ont un peu rien à voir. J'adore l'œnologie. D'accord. J'ai vraiment décidé de commencer à me former là-dessus, tu vois, à un peu monter en compétences. Et c'est un apprentissage qui demande du temps. Et tu vois, et c'est ça aussi qui est super cool, c'est que j'ai appelé... Quand la due deal a commencé, on venait d'avoir les term sheets, on attendait qu'ils nous shootent la première liste de questions. On l'a reçu un mercredi soir ou un mardi soir, je sais plus. Le lendemain matin, j'étais en formation œnologie. Et j'appelle Raph, je lui dis, écoute, j'ai fait un pré-pack, j'ai tout préparé, je peux shooter un truc là ce soir. Mais demain, s'il te plaît, il faut vraiment que j'ai au moins 6 heures où personne me parle. Il faut que je sois focus. Je passe un examen d'œnologie, tu vois. Ah, tu passes un examen, carrément, ok. Et ça s'est fait, en fait. Et ça s'est fait hyper bien. Ça s'est fait hyper naturellement, hyper facilement. Et c'était hyper cool parce qu'en fait, ça m'a permis d'avoir un peu une soupape où j'avais, tu vois... 3 jours où j'étais un peu en off et en même temps je faisais vraiment un truc que j'aime, donc j'avais ma tête dedans et c'était cool. Ça m'a permis derrière de dire ok, allez, 4 semaines, on plie ce truc, on y va à fond. Génial. Et tu as parlé un peu de Raphaël, au moment où vous avez reçu les propals. Tu as quelle relation avec lui ? Tu l'as un petit peu évoqué au début en disant une sorte de balance, mais concrètement, c'est quoi tes échanges hebdo, quotidien avec lui ? Quel positionnement tu as ? On discute de plein de trucs différents, que ce soit la construction de l'équipe, le rythme, les investissements, les ouvertures pays. On parle de plein de trucs différents, donc ça dépend. C'est assez naturel. On a évidemment nos rendez-vous bi-weekly, tu vois, un peu cadrés. Mais ça peut être un peu n'importe quand. T'as 30 minutes, il faut que je te parle d'un truc, voilà, on s'appelle. C'est une saine tension, je pense. Ok. Mais en même temps, quand il m'a recruté, il a été hyper transparent. La première phrase qu'il m'a dite quand je suis arrivée dans les bureaux de Luco de l'époque, je me suis assise, il me dit, il faut que je te le dise, il nous faut une adulte. Il nous faut un adulte in the room. Est-ce que tu te sens déjà, avant même de commencer le process, d'être l'adulte dans la pièce ? Je me suis dit, ouais... Et tu vois, c'est quand je te dis, pour moi, le CFO, c'est le mec qui est censé te dire, OK, là, le risque, il est là, il va se matérialiser, il faut qu'on... Ça me dérangeait pas, ça faisait partie du job et c'est comme ça que je le voyais. Donc, c'était très clair. Et si je devais résumer ça, Raphaël, c'est un entrepreneur, c'est un vrai entrepreneur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui pousse énormément, qui a envie de faire, qui a envie de construire, qui est très, très ambitieux. En fait... Et j'ai une théorie qui est que dans le cash, surtout à notre stade de développement, il y a toujours une partie du cash qui n'a pas d'impact, qui est un peu inutile, qui fait partie des tests ou des trucs où tu as mal géré, tu as mal négocié, tu as signé au mauvais moment, t'as pas... Il y a un frottement que tu n'arrives pas à tuer quand tu es petit et que tu vas trop vite. Ouais. Je dirais que si Raph n'était pas là, on irait 2 fois moins vite. Si moi, j'étais pas là, ce petit frottement inutile, il serait 2 fois plus gros. D'accord. Tu vois ? Et c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu cette balance. Lui, il met une dynamique, en vrai, il crée la vitesse d'exécution chez nous. Parce qu'il pousse tout le temps, parce qu'il a tout le temps des idées, parce qu'il change tout le temps. Et j'essaye d'être un peu la voix qui fait que, OK, et de toujours avoir le challenge qui vient après pour minimiser ce frottement où je me dis, non, je sens pas, ça va pas le faire, ça va, tu vois. Tu poses un regard maternel sur tout ça et tu t'encourages à aller vite, mais quand même... Mais en fait, tu vois, c'est exactement ce que je te disais au début. Je trouve que c'est trop intéressant dans mon rôle. Moi, c'est ce que j'aime trop, c'est de créer cette balance où
t'as envie de faciliter la vie des gens et t'as envie aussi de leur donner les moyens d'être ambitieux, tu vois. Quand on discute d'un budget avec une équipe, t'as pas envie de leur dire non, ça va pas être possible tout le temps. T'as envie de dire ok, c'est quoi qui est clé, c'est quoi qui est important. On a une ambition de dingue, il faut qu'on y arrive, il faut pas qu'on lésine sur les choses qui sont essentielles. Et en même temps, t'as envie d'avoir créé cette culture où quand ils viennent te voir, ils savent qu'il va falloir pouvoir bien expliquer ce qu'ils demandent. Et en fait, c'est sain, je trouve. Ouais. Tu vois, c'est pas... c'est peut-être maternel, je sais pas, mais t'as pas envie d'être soit le bâton, soit... non, t'as envie, par contre, d'avoir un dialogue construit où toi, ton souci de construire un modèle économique qui est pérenne, il est intégré dès le début. Et toutes les fonctions, elles se posent la question. Tu vois, ce qui responsabilise, parce que tu Exactement. Pas en train de rêver de quelque chose, mais quand tu vas voir la finance, tu te dis, voilà ce que je veux faire, c'est super ambitieux, mais au moins, je sais ce que ça engage. Je veux impacter telle métrique. Okay. Tu vois, c'est un peu une des premières questions. Ok, ça fait quoi? Ça touche à qui? Impact client direct, oui. Indirect, non. C'est quoi la métrique qu'on touche? Pourquoi? Et c'est comme ça qu'on réfléchit. Et c'est un peu, comment dire, c'est vraiment ça. Tu te réveilles pas du jour au lendemain en étant rentable, en fait. Enfin, ça n'arrive pas comme ça. Et du coup, et on ne sera pas dans 6 mois, on est très lucide parce qu'on va super vite et qu'on grossit très vite. Mais en revanche, on est en train de poser les fondations pour que ça arrive naturellement. Et justement, c'est quoi votre relation à la rentabilité? C'est quelque chose où vous avez peut-être une deadline ou un moment dans le temps où vous savez que vous voulez l'atteindre, ou est-ce que vous êtes plus parti sur une aventure et vous dites c'est plus long terme, mais on essaye de faire les choses sérieusement dès maintenant? Est-ce que vous avez un plan entre guillemets là-dessus, ou est-ce que c'est plus quelque chose loin dans le temps? Moi, je veux vraiment qu'on y pense dès maintenant, et on y pense dès maintenant. Donc c'est assez fort en fait dans les conversations qu'on a. Okay. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se priver d'ambition, on ne veut pas se priver d'investir et de faire des tests, parfois des tests franchement de grande envergure, et se dire là peut-être si ça plante, voilà, tant pis quoi. Mais au moins on l'aura fait parce qu'on est convaincu et on savait ce qu'on cherchait. Et en même temps on est complètement conscient que le voyage est long quoi. Et donc oui, on a un horizon, effectivement, tu vois, c'est ce qu'on modélise. On se dit ok, voilà, maintenant le break-even il est où? Tiens, il arrive dans 3 ans, si on fait tel train, tel machin, tel truc, et il va arriver naturellement parce qu'on a construit une équipe Ops qui marche comme ça, que du coup notre marge elle sera comme ça, que tu vois, on y réfléchit beaucoup. Et chaque fois qu'on lance, et c'est un peu ce qu'on essaye de construire aujourd'hui, parce que on va très vite et c'est pas évident de l'avoir, tu peux pas tout faire en même temps. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de structurer aujourd'hui, c'est de se dire on veut une équipe qui soit dédiée à tous les gros lancements produits, projets, services qu'on a, et qui ait cette vision de dire j'ai un budget que je peux tester sur une année et je me fixe des ambitions. Et l'objectif, c'est de se dire, si au bout d'1 an, je constate que ça marche, ça délivre, mon ambition, elle rentre dans le modèle économique, on scale. D'accord. Okay. Donc c'est comme ça qu'on veut travailler. Merci beaucoup Margot, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai toujours une question que j'aime bien poser à la fin, c'est si jamais on devait inviter quelqu'un après toi sur ce podcast, qui est-ce qu'on devrait inviter? Je dirais Éléonore Crespo, qui est fondatrice de Pigment. Moi, je lui ai parlé en début d'année, à mes tout débuts chez Luco. Pigment, c'est un beau projet. C'est une belle réflexion sur comment faciliter et enrichir le pilotage financier. Je pense qu'elle a une vision très intéressante. Ils viennent d'annoncer leur levée. Donc, pareil, super beau momentum. Je pense que ce serait une invitée top. Ok, génial. Merci beaucoup, Margot. Je t'en prie, avec grand plaisir, Edouard. Au revoir.